Je sais pas vous, mais moi j'aime bien venir comme ça, au petit matin, à l'aube, au bord de l'étang de l'Indre, réfléchir au sens de la vie, à la marche du monde. Ça se trouve, j'ai mis un brin de blé dans la bouche sur lequel un chien a fait pipi. Bonjour à toutes et à tous, direction la Lorraine et plus précisément le département de la Moselle. Vous allez découvrir à quel point la Lorraine fut une terre de circulation et de métissage culturel depuis des siècles. Et pour mieux comprendre ce phénomène, je vous propose de partir à la découverte d'une période historique peut-être parmi les moins connues du grand public, l'Antiquité gallo-romaine. Pour ce faire, nous allons partir à la découverte du territoire des Médiomatriques. Qu'est-ce qu'un Médiomatrique? Ce n'est pas une évolution de Bulbizarre ou de Carapuce. Les Médiomatriques, c'est un peuple celte qui vivait sur le territoire élargi du département de la Moselle et qui avait pour voisins, à l'ouest, les Rèmes, qui avaient pour capitale Reims, au sud, les Leuques, capitale Toul, et au nord, les Trévires, dont l'oppidum, la place forte principale, était Trèves, aujourd'hui en Allemagne. Ce matin, on est à Tarquimpol, aux franges de ce territoire des Médiomatriques. Vous ne connaissez pas Tarquimpol, c'est peut-être un peu normal, mais c'est tout de même une vaste mégalopole de 62 habitants. Dans l'Antiquité romaine, Tarquimpol portait le nom de Decem Pagi, ce qui en latin signifie la réunion d'environ 10 villages, 10 petites agglomérations. Au 1er et au 2e siècle de notre ère, Tarquimpol présentait tous les atours de la monumentalité à la romaine. Nous longeons ici par exemple, alors il faut imaginer, une allée processionnelle qui débouchait sur un portique à colonnes de 200 mètres de long. Et face à nous, vous pouvez l'admirer, le théâtre antique de Tarquimpol. C'est là. C'est ici, là. Alors, vous le voyez mieux? Là, le théâtre de Tarquimpol. Environ 10 000 places. Il est sous nos pieds, il a été découvert par Archéologie Aérienne au début des années 80 et pour le moment, il sommeille sous cette colline. Pour apercevoir ce théâtre, je vous invite à prendre de la hauteur si vous le pouvez, soit avec votre avion personnel de tourisme, soit via Google Maps. On aperçoit parfois sur certains clichés les traces de l'implantation au sol de ce théâtre. Mais ce théâtre n'est pas la seule installation collective dont bénéficiaient les habitants de Decem Pagi dans l'Antiquité. Visiblement, on a également retrouvé les traces d'un sanctuaire monumental. Et enfin, Decem Pagi a tout de même sa petite notoriété, puisqu'elle est mentionnée par un historien romain du IVe siècle de notre ère, Amien Marcellin, qui raconte le récit d'une bataille féroce qui eut lieu ici entre les armées romaines du futur empereur Julien en 356 de notre ère et les Alamans. Les Alamans qui sont une population germanique, les Alamans avec un A, parce que les Allemands, c'est plus tard, ils reviendront, mais c'est pas les mêmes. Bon. Les Romains se sont pris une petite tôle et ont perdu 2 légions. Petit chat, viens dans le vlog. On peut signaler que viennent d'être fraîchement installés ces ensembles de panneaux qui vous expliquent un petit peu toute la richesse ornithologique de la région, mais également quelques points historiques comme ceux que je viens d'aborder. Si vous trouvez que j'explique mal, vous pourrez toujours lire les panneaux. Dans l'Antiquité tardive, Decem Pagi, alias Tarquimpol, s'est trouvé de plus en plus exposé à la pression des populations dites barbares, venues principalement de l'Est. Elle dépérit et les matériaux de construction de ces grands monuments sont peu à peu réemployés par les populations locales. Par exemple, ici, un bout de colonne. Ah! Salut! Alors on m'a refilé quelques tuyaux selon lesquels il y aurait dans le mur extérieur de l'église des pierres antiques de réemploi. On va aller voir ça. Suivez-moi. Ah là, ça c'est probablement antique. On voit ici ce qui m'apparaît comme des traces ici de taille de pierre. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce... Il y a des os. Il y a des os humains. Ah, il faut appeler Christophe Ondelat, là, c'est une urgence. Je crois que voilà la fameuse stèle antique que nous cherchions.
avec deux personnages, regardez ici enchâssés dans le mur extérieur de l'église. Alors difficile d'en dire plus étant donné les dégâts produits par le temps et les intempéries, mais enfin on a deux personnages ici qui paraissent porter des vêtements gallo-romains typiques, puisque l'un a l'air ici d'avoir un manteau tenu par une fibule à l'épaule. Ici également on aperçoit quelques éléments d'un drapé, probablement une stèle funéraire. La tombe est toujours fleurie car à Tarquimpol on a le sens du patrimoine. En tout cas, on peut souligner ici à l'étang de l'Indre à quel point les collectivités locales ont aménagé et mis en valeur l'endroit. Il est possible d'y venir à vélo, de faire des randonnées pédestres, découvrir la faune, la flore. Alors si nous avons choisi Tarquimpol ce matin, c'est pour vous montrer que dans cette ancienne province romaine de Gaule Belgique, nous sommes là au confluent des cultures celtiques, germanique et romaine. Vous allez vite le découvrir dans ce vlog. La romanisation n'a pas été un processus culturel aussi brutal qu'on peut parfois le penser. Et dans notre région Lorraine, elle raconte surtout une histoire de fluidité culturelle, de fusion et de métissage. Alors je vous propose que nous quittions désormais Tarquimpol pour nous rapprocher de la capitale des Médiomatriques, l'ancienne Divodurum, Metz, que nous allons appréhender à travers l'un des plus beaux ouvrages d'art antiques de la région, direction Jouy aux Arches. Oh, anecdote autour de l'aqueduc. Une photo prise durant l'annexion allemande. Ça, c'est des anecdotes qu'on aime bien raconter, l'annexion allemande. Et les terribles combats de la libération. Bah dis donc, on a le sens de l'humour à Jouy aux Arches. Alors, oh, c'est pas mal là, regarde, c'est romantique et tout, c'est mignon. Bon bah je crois que je n'irai pas plus loin parce qu'après c'est le cul dans les orties les amis. Les Romains s'installent durablement dans la région durant les années 50 avant Jésus-Christ à la faveur de la conquête opérée par Jules César. À partir de là, les oppidats celtiques se muent progressivement en cité gallo-romaine. S'y développe un ensemble d'installations collectives, des fontaines, des nymphées, des thermes qui nécessitent un approvisionnement conséquent en eau. Et pour cela, Metz Divodurum se dote d'un ou probablement plusieurs aqueducs dont on peut encore voir les vestiges, notamment ici, à Jouy aux Arches. Les 16 piles du pont romain qui enjambent aujourd'hui la Moselle à Jouy aux Arches ne forment en fait qu'une infime partie de l'ancienne conduite de l'aqueduc qui amenait l'eau jusqu'à Metz depuis les sources du Bouillon à Gorze. Un tracé de 22 km, majoritairement souterrain, puisque le pont que l'on voit ici abrite seulement 1 km 125 de la conduite. Pour faire un bon aqueduc, il faut surtout une bonne déclivité et les ingénieurs romains y veillaient. Il ne faut pas que la pente de la conduite hydraulique soit trop forte pour ne pas que le débit soit trop important et vienne abîmer l'étanchéité du joint hydraulique. Il ne faut pas non plus que la pente soit trop faible pour éviter que l'eau ne stagne et qu'il y ait des dépôts de calcaire ou d'argile. Ici, on a une déclivité d'environ 1 mètre par kilomètre, ce qui est plutôt pas mal. C'est beau, hein? C'est romain. La date de construction de cet aqueduc est probablement à placer au début du IIe siècle, à l'époque où Metz s'étoffe et se dote d'un certain nombre de grands monuments. Ah, c'est superbe quand même, hein? Et c'est génial de pouvoir s'approcher aussi près du monument, qui a d'ailleurs été très bien restauré. À la sortie du pont se trouve un petit ouvrage que nous allons découvrir maintenant, qui est un bassin collecteur et qui permettait tout simplement de casser le débit de l'eau et de réorienter la conduite pour qu'elle prenne la direction de Metz. Allons voir ça. Qu'est-ce que c'est? Les clés d'un lieu non ouvert au public. Nous remercions par ailleurs l'UDAP, l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Moselle, ainsi que l'agence de tourisme Inspire Metz, qui ont rendu possible cet accès. Ça se passe où? Alors attendez, je dois déjà introduire mon doigt là-dedans. Excusez-moi. C'est bon. Ça va, c'est sécurisé? Bon. Alors.
Ici, voilà les deux conduites d'eau qui arrivent de l'aqueduc. Donc il faut imaginer ici que les rebords étaient recouverts d'un enduit hydraulique. L'eau arrive à un certain débit parce qu'en fait la pente au-dessus de la Moselle sur le pont est un peu plus importante que dans tout le reste de la conduite sur les 22 km. Voilà, on imagine qu'on est l'eau, on arrive tranquillement depuis le pont, voilà, on vit notre vie d'eau, tout ça. Attention par contre, pour les techniciens, derrière il y a un trou d'environ 2 mètres de profondeur. Hein. On va pas avoir des problèmes avec les prud'hommes, qu'est-ce que c'est qu'ils veulent? Donc l'eau se déversait ici dans un bassin d'environ un peu plus de 2 mètres de profondeur où elle venait tournoyer. Je fais l'eau qui tournoie. Et donc elle décantait et l'eau repartait ensuite par ici à angle droit direction Metz. On a vraiment la conduite dans l'état originel. On a encore quand même des traces d'humidité. On voit bien ici les restes de l'enduit hydraulique. Ça nécessitait un entretien constant. Vous êtes quand même dans une conduite d'aqueduc romain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est encore plus important que votre mariage ou l'anniversaire du petit dernier. Les aqueducs, les amphithéâtres, ce sont souvent les éléments les mieux connus de la culture romaine de la part du grand public. Ce sont des signes forts de romanisation d'un territoire. Alors je vous propose maintenant qu'à l'issue de la découverte de cet aqueduc, nous allions voir un des établissements qui l'approvisionnait en eau parmi les anciens thermes de la capitale des médiomatriques, Divodurum Mediomatricorum, autrement dit Metz. Promis, on se retrouve à Metz, l'ancienne Divodurum, un nom qui pourrait signifier quelque chose comme l'enclos des dieux, l'enceinte sacrée. Vous étiez peut-être curieux en quittant l'aqueduc de Jouy-aux-Arches de savoir quel type d'établissement cet aqueduc pouvait alimenter en eau. Eh bien, une partie de la réponse se situe derrière moi avec cet édifice de Saint-Pierre-aux-Nonains qui fait partie des édifices d'époque gallo-romaine encore debout de nos jours. Il s'agirait, d'après les identifications du dernier tiers du XXe siècle, d'une palestre, c'est-à-dire d'une salle d'exercice couverte appartenant à un ensemble thermal. Et cette salle d'entraînement abritait donc les athlètes qui huilaient, bodybuildaient, venaient faire des pompes, jouer à la balle, tout ça quoi. Donc nous étions ici dans l'enceinte d'un établissement thermal. Ces installations participent de la richesse extérieure de la cité. Ils sont très importants. Les thermes sont des lieux de sociabilité avant tout. On n'y vient pas seulement pour se baigner, on y vient également pour se faire masser, pour discuter avec les potes, etc. Au Moyen-Âge, aux alentours du 6e, 7e siècle, Saint-Pierre-aux-Nonains devient un lieu de culte chrétien, une église, et elle le restera durant environ 1000 ans. Au 16e siècle, elle est désacralisée, elle devient un entrepôt de munitions et elle restera propriété de l'armée jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Depuis, Saint-Pierre-aux-Nonains a finalement renoué quelque part avec ses fonctions premières et antiques d'accueil du public, puisqu'elle est désormais un lieu de manifestation culturelle où se déroulent notamment des concerts, qu'on se le dise. Alors je vous propose qu'on aille visiter l'intérieur de l'édifice qui n'est que très rarement ouvert à la visite et c'est vraiment une chance pour nous. Ah oui, d'honnêtes dimensions pour un gymnase couvert. Alors on pouvait trouver également dans l'Antiquité gallo-romaine ce type de palestre, donc de salle d'entraînement couverte, dans d'autres établissements de thermes, notamment à Lutèce, l'actuel Paris, qui, je crois, possède 2 palestres au terme de Cluny de ce type. Bon, les Romains, c'est pas le tout, mais moi je commence à avoir un petit peu faim. Alors pour la pause déjeuner, je vous ai dégoté une adresse pas piquée des hannetons qui illustre parfaitement bien notre thématique du jour, à savoir ce métissage des cultures, direction le Graouli persan.
Alors nous prenons donc la direction du Graouli persan, un restaurant de spécialité iranienne dont le nom même est un parfait résumé de ce métissage des cultures à l'œuvre en Lorraine depuis des siècles et toujours d'actualité. Le Graouli, c'est un élément emblématique du patrimoine messin puisqu'il s'agit de cet animal fantastique qui aurait vécu dans l'Antiquité dans l'enceinte de l'amphithéâtre romain, et l'adjectif persan évoque lui la culture de l'Iran. Alors avant de faire la rencontre de la propriétaire du Graouli persan, Catherine Massoudi, une personnalité hors du commun, eh bien, je vous propose que l'on explore un peu le patrimoine culinaire de l'Iran que Catherine a à cœur de faire partager avec beaucoup de générosité. Alors si vous me voyez partir avec mon assiette, ça n'est pas parce que c'est moi qui vais cuisiner, en tout cas pas cette fois. C'est parce que le Graouli persan propose une formule de buffet à volonté, midi et soir. Alors de ce côté-ci, on a les entrées, les condiments, quelques accompagnements. Et de l'autre côté, on a les plats chauds, les viandes et les différents riz. Alors tout est très bien expliqué avec des étiquettes juste ici. Alors moi, je vais partir sur quelque chose de léger pour l'après-midi, un yaourt aux échalotes sauvages. Voilà, une petite pensée pour les gens qui vont m'accompagner cet après-midi. Caviar d'aubergine, la base. Salade composée acidulée, chou rouge, fenouil, carottes et pommes. Très bien ça. J'en ai mis les 3/4 à côté, on n'a rien vu. Alors, je me suis fait un petit assortiment. On va tout de suite goûter. C'est très bon, c'est très parfumé, très raffiné. Beaucoup d'éléments différents, mais c'est plein de saveurs. Bien, alors nous avons été rejoints par Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Vous êtes la propriétaire du Graouli persan. C'est ça. Donc j'ai pris ce petit ragoût de poulet à la grenade, aux noix et au mirabelle. Et il se mange ce ragoût avec ce riz safrané. C'est ça. C'est ça. Bon, De eh ben, riz écoutez. blanc safrané. Ouais. Et alors pendant que je déguste cela, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du Graouli persan? L'Iran est très méconnu en fait, surtout C'est vrai. sa cuisine. Le nom d'Iran est connu, mais la population, les traditions, la culture, mes compatriotes français, ils ne connaissent pas grand-chose en fait. Ils connaissent le nom d'Iran, les ayatollahs, les barbus, les turbans, alors que l'Iran est tout à fait autre. Donc le but d'ouvrir ces restaurants, c'était pour montrer à mes compatriotes français, en fait, l'Iran autrement. Et le Graouli, c'est un clin d'œil des mélanges de cultures entre la Lorraine et l'Iran, à travers la cuisine. Mes clients, ils ont le temps de parler et ça nous permet de parler de différentes régions d'Iran. Parce que sur le buffet, quand vous mangez, en général, il y a toujours 5 régions d'Iran présentées. Et donc, tous ces plats que vous mangez, c'est vraiment, si vous allez en Iran et que vous allez chez les Iraniens, vous mangerez ça. D'accord, bah, c'est vrai Voilà. que quand on vient ici, on vient un peu chez Vous maman. êtes chez vous, en fait. Voilà, Vous êtes chez exactement. vous, on l'a bien précisé. Hein. En tout cas, je trouve que ce sont des aliments simples, mais qui assemblés donnent quelque chose d'assez complexe, très parfumé, très C'est ça, raffiné. c'est ça. Avant de venir, c'est l'image que j'avais de la culture iranienne, une culture très raffinée, avec une cuisine très parfumée. Donc j'avoue que votre cuisine illustre parfaitement Merci l'Iran beaucoup. qu'on sent que vous avez au cœur. C'est ça. Vous avez un autre plat, par exemple celui-là, ça c'est un ragoût. Et en Iran, on mélange beaucoup les fruits et les légumes. Si vous remarquez, là, vous avez la grenade. Et dans celui-là, par exemple, il y a les aubergines, il y a des courgettes. Et pour lui donner le goût, on utilise les raisins, mais avant qu'ils deviennent sucrés, quand ils sont vraiment acidulés. Voilà, vous en avez un là. Et ça vous donne un goût très particulier. On va goûter tout de suite. Voilà. Ah oui, Voilà. j'avais jamais mangé des raisins à ce stade de maturation. Vous en avez en France, mais vous ne connaissez pas, personne ne connaît pratiquement. Vous les appelez le verjus. Ah, verjus, oui. C'est ça. D'accord. Et comme je ne le trouve pas ici, je le fais venir d'Iran. Ah oui, c'est un long chemin Il fait pour un long ce chemin. petit raisin. Voilà, c'est ça. Et les petits trucs rouges que vous voyez ici, ça s'appelle des pépines de vinette. D'accord, ah, je connais C'est pas une du tout. baie qui ressemble un peu à des groseilles et on le fait sécher et on l'utilise comme ça. Et ça Ah oui. vous donne un goût un peu pareil, sucré-salé. Non, c'est vraiment délicieux. Merci. J'ai quitté l'Iran en 79.
quand ces envahisseurs, ils ont envahi le pays. Et moi, j'étais destiné à être juge. Et quand ils ont envahi mon pays, d'être juge pour les femmes, c'était interdit. Donc, ils nous ont pratiquement liquidés. Et comme on était très peu de femmes juges en Iran, donc on a commencé à manifester, à montrer notre mécontentement, etc. Pas contre la religion, mais contre cette obligation d'être religion à leurs yeux. Et malheureusement pour nous, on n'avait pas beaucoup de défenseurs à ce moment-là. Ça nous a coûté les arrestations et les condamnations. Puis enfin par la suite, on a pris un week-end d'autorisation de sortie et nos parents, ils avaient organisé nos départs. Donc on a quitté l'Iran et par contumace, ils nous ont condamnés à mort. Et du coup, j'ai atterri en France. Nous ne parlons pas la langue et on était obligé d'apprendre la langue, qui n'est pas une langue très facile. Alors au départ, je me suis inscrit en université d'abord à Poitiers. Je me suis dit, ils vont tomber, c'est pas possible, ils ne vont pas rester longtemps avec ces idéologies absolument noires. Donc j'ai fait un DEA de sciences criminelles à Poitiers, ils étaient toujours là. Je suis revenu à Paris pour faire une autre DEA en sciences politiques à la Sorbonne, à Panthéon. Ils étaient toujours là. Puis j'ai appelé mes parents, j'ai dit non, c'est pas possible, ils sont là pour l'instant, ça fait 3 ans, et je vais travailler. Et du coup, depuis les années 83, je suis que commerçant. Le pressing, le tabac, librairie. Et puis, une fois que je suis arrivé à l'âge de la retraite, j'ai dit à mon époux, moi je voudrais ouvrir un restaurant. Parce que pendant tout ce temps-là, je continuais les luttes politiques, c'était sans arrêt. Et je me suis dit, la meilleure façon de faire connaître l'Iran, c'est d'ouvrir un restaurant. Donc j'ai ouvert le premier restaurant à Paris et ça a fonctionné. Du coup, ça ouvre la conversation et pour moi, c'est très enrichissant et pour les clients aussi. Et donc, j'en avais un peu assez de Paris, le bruit, etc. Et je cherchais à aller dans un endroit plus calme, Et puis, j'arrive à Metz un week-end et je dis c'est ici que je vais m'installer. Et voilà ce qui est fait. 99% de nos clients, c'est des Français qui ont soif d'apprendre de ce qui se passe en Iran, surtout depuis cette révolution où les femmes ont le drapeau. On voit que dans la société iranienne, même actuelle, les femmes sont très présentes dans l'espace public malgré tout. Absolument. Oui, ça n'a rien à voir avec d'autres pays musulmans. Non, pas du tout. C'est un parcours difficile, riche, mais en tout cas c'est une chance pour nous de vous avoir et de pouvoir découvrir cette culture iranienne qui effectivement est assez discrète, assez méconnue en France, mais qui gagne à être découverte et à être découverte par la cuisine aussi, puisque les Français adorent manger, moi en premier lieu. Oh, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh là là, c'est superbe. Est-ce qu'il y a une spécialité de votre région d'Iran? Celui-là. D'accord. C'est un halva. Ouais. Et tout cela dans lequel je sers, je le commande au sud d'Iran aux femmes. Parce que ce mot-là, il empêche les femmes de travailler. D'ailleurs, si vous regardez en bas, là, c'est signé. Et c'est des dames qui me le font à la main. Et du coup, je les garde comme les prunelles de mes yeux parce que c'est très difficile de les ramener après. Barbe à papa iranienne au safran. Bien joué, parce que moi j'ai eu du mal. Ça, c'est délicieux. Si, c'est une fois que dans la bouche, elle peut. Parce que ça fond. Ça fond tout de suite. Voilà. C'est délicieux, ça. Je quitte le Graouli persan avec un petit goodie parce que figurez-vous que le restaurant propose un petit jeu à ses clients. Et si vous trouvez la bonne réponse, et je le dis sans aucune vanité, j'étais la première depuis l'ouverture du restaurant à répondre à cette question, eh bien vous repartirez avec un petit cadeau. Voilà, nous remontons désormais la rue dont je vous invite à observer un petit peu la forme arrondie en hémicycle. Gardez bien cet élément pour tout à l'heure, ça nous servira. Et on se dirige désormais vers les anciennes murailles gallo-romaines de la ville de Metz.
Nous voilà désormais place Saint-Louis, une place bien connue des Messins pour ses terrasses, mais également pour son passé médiéval. Ce que l'on sait moins, mais pour qui sait les voir, c'est que la place Saint-Louis abrite également des vestiges gallo-romains. Alors en se plaçant juste ici, entre les pompes funèbres et le boulanger, faites votre choix, eh bien on peut apercevoir, juste derrière cet immeuble, le sommet d'un édifice de forme cylindrique qui appartient en fait à une tour gallo-romaine du IIIe siècle, édifiée en même temps que les fortifications de l'ancienne ville de Metz. Effectivement, la place Saint-Louis et ses fameuses arcades où se trouvaient les célèbres banquiers lombards au XIVe siècle viennent prendre appui sur les anciennes fortifications gallo-romaines dont il ne reste quasiment rien, si ce n'est ce discret vestige. Effectivement, au IIIe siècle de notre ère, la ville de Metz est de plus en plus menacée par les populations dites barbares, notamment les Alamans. Et elle décide de s'enfermer dans une muraille et la ville se resserre, se replie entre la Moselle et la Seille. Le grand amphithéâtre est progressivement abandonné au cours du IIIe siècle car il se situe désormais en dehors des limites de la ville. Et pourtant, les Messins ne lâchent rien sur la romanité et ils vont décider d'élever un petit amphithéâtre au format plus réduit dont il est encore possible de voir quelques vestiges. Je vous propose d'aller voir ça. Attention, séquence ultra exclusive. Alors nous venons de rejoindre Thomas Villevert. Bonjour. Bonjour Thomas, qui est guide indépendant, entre autres, Oui, tout spécialiste de Metz et de sa région, et qui nous emmène découvrir un lieu un peu secret, une exclusivité pour nous. Oui. Je propose qu'on y aille, vous allez nous expliquer ça tout de suite. Eh ben allez, c'est parti. Vous pouvez entrer. Donc on est dans une résidence qui appartient à Vivest, donc qui est un bailleur social. Et les caves en fait de ce bâtiment conservent les vestiges d'un ancien petit amphithéâtre gallo-romain. Ah, il fait frais, hein. Il fait bon. Ouais. Oh. Ah oui, impressionnant. Alors, est-ce qu'on sait à quel niveau de l'amphithéâtre on se situait en observant ce mur, par exemple? Oui. Donc on est sur le mur extérieur de l'amphithéâtre qui donne sur la rue. On a derrière en fait un mur arrondi et donc ici on est encore bien au-dessus du niveau naturel du sol. Le lieu, quand il a été fouillé dans les années 80, l'archéologue qui s'était occupé des fouilles a essayé d'atteindre les fondations, il n'a pas réussi. Mais on suppose qu'on est sur le même type de fondation que le rempart, à savoir donc des gros pieux en bois enfoncés dans le sol. On a mis du gravier par-dessus, ensuite on a mis des pierres de taille pour faire l'assise et ensuite on a monté les murs. Il faut imaginer que les Romains procédaient par étapes, c'est-à-dire que sur tout l'édifice, ils montaient les briques de pierre taillées, mais comme les briques de pierre taillées ne font pas toutes la même taille, ils réalignaient le niveau en mettant des arrases de briques de terre cuite. Ça permettait en fait de construire des bâtiments vastes. Oui, est-ce que vous éclairez? Et donc voilà, on a ici donc un mur arrondi. On voit bien que le mur arrondi a été construit en même temps que le mur extérieur, hein, avec ce chaînage qui est présent ici. Ce qui en ferait dans tout l'Empire romain un amphithéâtre absolument unique. Hein. On n'a pas d'autre exemple dans tout l'Empire romain d'une ellipse intégrée dans un quadrilatère. Un amphithéâtre à double paroi, quelque part. C'est ça. Alors on suppose, parce qu'on est dans la période des invasions barbares, que l'édifice était à la fois un lieu de culture, mais également un lieu défensif. On devait avoir aux extrémités en fait, de ce quadrilatère des tours qui étaient destinées à protéger la ville. Est-ce qu'on a une idée des spectacles qui pouvaient être donnés dans ce petit amphithéâtre un peu tardif de la période gallo-romaine? Alors on suppose que ce bâtiment a dû abriter les 4 types de jeux, qui étaient donc les combats de gladiateurs, combats d'animaux, les scènes de chasse, hein, humains contre animaux, et probablement des pièces de théâtre. Mais on est vraiment au conditionnel, hein. On n'a pas de trace écrite de tout ça. La première trace écrite qu'on ait serait du 6e siècle, hein, un récit de Grégoire de Tours qui nous indique que les rois mérovingiens voyaient de leur palais les combats d'animaux qui avaient lieu dans l'amphithéâtre, en l'occurrence un buffle qui se faisait attaquer par des chiens. On s'amusait comme on pouvait à l'époque. Hein. Oui, bon, on a des ambitions modestes. Et alors j'aurais une dernière question, un petit peu de joker. Est-ce que Metz était la capitale des médiométriques ou est-ce qu'il y a débat? Il y a peut-être débat.
C'est toujours pareil, on n'a pas de trace écrite, donc on est sur de l'incertitude, mais on suppose aujourd'hui que la capitale des Médiomatriques serait plutôt au fossé des Pandours, donc près de Saverne, où on aurait retrouvé un oppidum beaucoup plus vaste que celui de Metz. On n'a vraiment pas de trace écrite de cette époque. Les Messins préféreront dire que Metz était la capitale des Médiomatriques. On est Nous d'accord. resterons sur ce constat. Alors ici, on est sur le quai Vautrin qui longe la Moselle. Et on observe justement que les bâtiments, les quelques édifices qui sont ici sur le quai ont une forme un peu arrondie, puisque cette forme épouse les contours de l'hémicycle de l'ancien petit amphithéâtre qui se trouve en fait sous nos pieds. Alors vous l'avez compris, avec ces vestiges du petit amphithéâtre que nous venons de visiter, Metz regorge d'éléments architecturaux d'époque gallo-romaine, pas toujours facile d'accès ou pas toujours très lisible. Alors pour aller au plus près des pièces archéologiques, je vous propose que nous allions désormais explorer les riches collections du musée de la Cour d'Or qui se trouve lui-même installé sur un ancien établissement thermal d'époque gallo-romaine. Alors ici nous avons quelques vestiges des thermes dits du musée et là nous avons un élément circulaire qui nous indique probablement un bassin chaud, un caldarium équivalent à nos hammams actuels. Alors ces thermes font partie des édifices qui pouvaient être financés par des notables de la cité. À Rome et dans l'Empire romain, plus on est riche, plus il faut le montrer et la communauté attend de vous que vous dépensiez votre argent pour elle. Donc il faut financer, il faut lâcher les caillons quoi. C'est un peu à l'américaine. Quand on a de l'argent, il faut le montrer et il faut surtout mentionner le montant des dons que vous faites pour construire une bibliothèque, des thermes, etc. C'est le cas ici avec cette inscription honorifique qui se trouvait dans l'espace public, probablement au fronton d'un édifice. Et on aperçoit ici le nom d'un personnage, un certain fils de Keller, qui a fait un don d'un camp d'entraînement et d'une piscine pour la communauté des habitants gallo-romains de Metz. Alors ici, on a une petite stèle qui illustre parfaitement bien ce métissage culturel qui est à l'œuvre durant la période de romanisation, au 1er et 2e siècle de notre ère, de la ville de Metz, puisque nous avons deux dieux particulièrement vénérés au niveau local, une déesse celtique, Rosmerta, un petit peu germanique comme nom, et ici nous avons Mercure, donc dieu gréco-romain, dont on aperçoit assez bien le caducée ici. Mercure qui est un dieu particulièrement présent et vénéré en Lorraine, c'est le dieu des voyageurs, c'est le dieu de tous ceux qui prennent la route, les marchands, les voleurs aussi. C'est un dieu qui est notamment vénéré dans l'armée romaine et on a pas mal de sanctuaires et de statuaires dédiés à Mercure en Lorraine. Alors ils en sont presque à se tenir la main comme dans un très beau dialogue des civilisations. Ja, Rosmerta und Mercure, sie sind Freund, ja. Ça tient bien ça? Cet entremêlement des cultures celtiques et romaines se lie particulièrement bien dans ce que l'on appelle l'onomastique, c'est-à-dire dans la science des noms des personnes. Ici, vous avez par exemple une stèle funéraire où on aperçoit un couple en pleine bamboche, probablement le couple des défunts, et surmonte cette scène une petite inscription, alors assez peu lisible, mais qui a été bien retranscrite sur le cartel. On peut lire la dédicace au dieu domestique, au dieu Man, à Augustus, fils de Tacitus, et Gava, son épouse, fille de Sextus. Donc ici, dans une même famille, on a à la fois des noms romanisés, Augustus, fils de Tacitus, et un nom celtique, celui de l'épouse, Gava. Ça n'est pas un nom romain du tout. Tout ça pour vous montrer que la romanisation n'est pas un rouleau compresseur qui est venu comme ça annihiler la culture celtique. Dans une même cité gallo-romaine, voisine des personnes qui portent encore des noms celtiques, d'autres qui ont des noms romanisés, et tout cela voisine finalement dans un creuset culturel multiple. Une boîte à bijoux
de facture assez exceptionnelle en ivoire du IIe siècle de notre ère. Quelques anneaux sigillaires, des bagues, un petit pendentif en forme de pénis. Si vous cherchez des idées cadeaux pour Noël, n'hésitez pas. Ici, un autel votif à une déesse celte, Nantosuelta. Ça n'est pas du tout une déesse du panthéon romain. Et pourtant, on est au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Donc à Metz, à cette époque-là, eh bien, on vénère toujours des dieux du panthéon celtique. Alors s'il y a un autre domaine dans lequel on peut mesurer les échanges culturels, c'est celui des divinités, les dieux que l'on prie de manière intime ou dans l'espace public. Et à Metz, une cité multiculturelle, eh bien, on trouve aussi des dieux plus exotiques encore que les dieux celtiques ou appartenant purement au panthéon romain. Derrière moi, vous avez par exemple une représentation du IIIe siècle de notre ère du dieu solaire, Sol Invictus, qui est un culte qui se développe particulièrement à partir du IIIe siècle et dans l'Antiquité tardive, et qui d'ailleurs opère un certain syncrétisme avec le christianisme primitif. Ici, une déesse égyptienne, Isis, que l'on reconnaît sur cette statue grâce à l'attribut que l'on peut voir sur sa poitrine, le nœud isiaque. Cette divinité et les cultes égyptiens en règle générale deviennent très à la mode dans l'Empire romain à la faveur de la conquête romaine de l'Égypte après la mort de Marc-Antoine et de Cléopâtre en 30 avant Jésus-Christ. C'est une véritable déferlante de cultes égyptiens dans l'Empire romain jusqu'à Metz, mais on trouve également un très beau petit temple d'Isis à Pompéi par exemple. Autre dieu très exotique, ici Mitra, un dieu d'origine indo-iranienne lié à un culte très ancien de la fécondité et dont le culte aurait circulé dans l'Empire à la faveur du déplacement des troupes romaines puisque ce dieu était particulièrement vénéré par les soldats. Ici, c'est un élément du Mitraeum de Sarrebourg, donc un sanctuaire à ce dieu Mitra. On trouve des Mitraea un peu partout dans l'Empire. C'est un culte à mystère et à initiation. Il fallait donc être parrainé quelque part pour intégrer ce culte, un peu comme les ventes privées. Alors on peut imaginer que Metz doit cette diversité de cultes religieux à sa situation particulière puisqu'elle était notamment une ville de vétérans de l'armée romaine, c'est-à-dire que les anciens soldats, notamment des légions, après 20 ans de service militaire, eh bien, recevaient des terres en récompense de leurs années à défendre notamment les frontières nord-nord-est de l'Empire et ils venaient pour certains s'implanter ici à Metz et peut-être amenaient-ils avec eux des cultes qu'ils avaient privilégiés durant leur vie d'homme. Je vais me prendre une colonne. C'est extrêmement dangereux comme métier. Ils ne se rendent pas compte. Entre les caves, les colonnes, moi j'en peux plus. Ah, bah c'était chouette. Je vous invite vraiment à visiter ce musée de la Cour d'Or. Il faut savoir que nous avons exploré, nous, que les collections gallo-romaines, mais c'est un musée qui couvre toutes les périodes historiques sur le plan de la vie quotidienne, de l'histoire de Metz, de l'histoire de l'art. Vraiment, c'est un musée qui vaut le détour. Oh, mais c'est l'heure du goûter. Je crois que j'ai droit à une petite pause syndicale et pourquoi pas une petite tartelette. Pour le goûter, je vous invite chez les Sœurs Saveurs, rue Taison. C'est parti. Ah non, c'est de l'autre côté. Ah. La meringue est spectaculaire quand même. Et alors nous voilà attablés aux Sœurs Saveurs et plutôt bien accueillis. Merci beaucoup Juliette. Je vous en prie. Alors est-ce que je peux vous demander un petit peu quelle est l'histoire des Sœurs Saveurs car vous êtes deux vraies sœurs. Ouais. Moi je suis issue, j'ai fait un master en management hôtelier, donc j'ai fait toute ma carrière en hôtellerie-restauration. Ma sœur a un peu travaillé en restauration, elle s'est reconvertie il y a 10 ans dans le cake design. On était toutes les deux parties à droite à gauche, elle a été revenue sur Metz et on allait petite toujours dans un salon de thé qui s'appelait la Dame de Thé. On rêvait de retrouver ce salon de thé, mais on était aussi très amoureuses de la rue. Et moi, je vivais à Paris et ma sœur m'envoie l'annonce en disant il y a un local qui est disponible à Metz. Je dis bah vas-y, j'appelle. Ça s'est fait en un mois. Ma sœur était au fourneau.
Depuis un an, elle est remontée en salle avec moi. Les clients, ils aiment bien voir les deux sœurs parce qu'effectivement, pendant longtemps, on pensait que c'était un co-marketing. On avait ouvert quelque chose et qu'on n'était pas vraiment sœurs. Ça a bien matché la première année et puis après, c'est parti et maintenant, ça fait 5 ans. C'est pas trop dur de travailler en famille? Si, et comme en fait, avec un associé, ce serait tout aussi compliqué. Là, l'avantage, c'est que c'est ma sœur et que Vous vous connaissez bien. on se connaît bien. Voilà. Est-ce que vous avez une spécialité, un trait distinctif? Ouais, il y en a vraiment 3. Le pâté lorrain, parce que c'était une volonté, en fait, on trouve peu de restaurants à Metz où on peut manger un pâté lorrain, parce qu'en plus, notre pâtissière est fille de boulanger, donc celle qui fait la pâte feuilletée, et on sent aussi la différence. Et après, il y a la tartelette citron meringuée, le cheesecake et le cookie au chocolat. Et je vois que vous avez une ambiance très particulière, très cosy, avec quand même un cadre magnifique. Ouais. Cet escalier classé, c'est quand même pas partout. On avait déjà des idées bien précises. En plus, on a un plafond à la française à l'intérieur qui est tout juste magnifique. Là, ce côté aussi un peu industriel, on aimait beaucoup. Et après, on a eu la chance à l'époque, ma soeur, son ex-conjoint était architecte d'intérieur, donc il nous a beaucoup aidés. On va tout de suite déguster, ça y est, je suis au bout de ma glycémie, ça y est. Mais regardez-moi cette merveille. La meringue a une forme de coupole, elle a l'air hyper légère. En plus de la tarte au citron qui est apparemment emblématique de la maison, moi j'ai choisi une superbe tarte framboise pistache torréfiée meringuée avec une meringue à étage. On dirait une crinoline. Alors déjà la meringue est hyper généreuse, regardez-moi ça. Alors, excusez-moi, faut pas parler à bout de peine. Il y a de la pistache en dessous, la pâte est un peu amandine, puis des vraies framboises, pas trop sucrées, très aérienne, c'est délicieux. J'attaque le citron. Oupsie. Elle est très bien équilibrée, vraiment. Que ce soit au niveau de la douceur de la meringue, de l'acidité du lemon curd. En fait, tu perturbes parce que j'ai des miettes partout. C'est quoi ce petit truc? De l'écorce comestible? Non, mais oui, non, mais De la mousse? Du lichen? Des algues? quand tu râpes un citron, j'ai oublié le nom. Quand on râpe du zeste? Le zeste. Ah oui. Alors on est ici au cœur du dernier quartier sorti de terre à Metz, le quartier de l'amphithéâtre, où se trouve notamment le centre Pompidou, le centre commercial Muse, le centre des congrès Robert Schuman. Ici, on peut dire que la boucle est bouclée finalement, puisque ce quartier tient son nom de l'ancien grand amphithéâtre gallo-romain qui se trouve aujourd'hui sous nos pieds, mais dont les dimensions colossales sont matérialisées par ces bornes astucieusement disposées et qui suivent dans le quartier la forme de l'arène, dont les limites extérieures mesuraient 148 mètres sur 124. Saman, j'ai ta carte de bus. Il y a une personne qui est en train d'uriner à l'arrière-plan. Je pense qu'on va... Non, on va se décaler. On va un petit peu d'intimité quand même. C'est ici que s'achève notre vlog à la découverte de ce petit morceau d'histoire lorraine. La Lorraine, vous l'aurez compris, depuis des siècles, a connu des influences culturelles diverses, celtiques, méditerranéennes, germaniques et bien d'autres. La Lorraine a ceci de particulier qu'elle est la seule région française triplement frontalière. Cette histoire continue aujourd'hui puisque d'après de récents rapports de l'INSEE, la Lorraine est une des régions les plus métissées de France. Et Metz est un petit peu un résumé de cette histoire-là. Metz a été capitale du royaume d'Austrasie, ville libre impériale. Elle a été ville française, ville allemande. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous vous raconterons lorsque nous reviendrons ici à Metz. Alors on se retrouve très bientôt pour de nouveaux vlogs, de nouvelles aventures. D'ici là, restez attentifs, suivez nos réseaux, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Ciao. Quand est-ce qu'on va dîner maintenant ?